Vous êtes sur RTSF 93. RTSF 93. La web radio, talk show et débat sur l'enfance et la jeunesse en Seine-Saint-Denis. Écoutez RTSF 93 sur www.rtsf93.com. Bonsoir, bienvenue sur RTSF 93, donc la troisième émission du jour. Aujourd'hui, ce sera un débat ou en tout cas un échange assez spécifique en compagnie de mon confrère, je dirais, Bali Bagayoko. Donc nous serons deux à modérer cet échange. Il y a autour de la table, et nous allons l'appeler pour l'occasion Ilham, j'espère que ça t'ira. Et ton fils qu'on va appeler pour l'occasion Omar. Alors je ne préciserai pas ni le lieu de résidence, je me contenterai de dire que vous vivez en Seine-Saint-Denis. Pour précision, j'ai souhaité entendre ce jeune en présence de sa mère pour bien que les choses soient organisées et cadrées. Je précise aussi à Ilham qu'elle peut intervenir et prendre la parole à tout moment pour préciser, rectifier toutes les informations qui vont être données. Bien évidemment, c'est sous couvert d'anonymat pour une question notamment de sécurité. Alors, juste quelques précisions. Omar a 17 ans, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Ilham, tu es beaucoup trop âgé pour préciser ton âge. On va tourner ça à la dérision, même si l'instant, il est grave. Alors, tu as 17 ans, tu vis en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je travaillais en boulangerie, mais j'ai dû arrêter. Et là, j'ai trouvé un petit job dans la livraison. Et je commence début de semaine. Très bien. Ilham, est-ce que tu peux un peu nous situer la chose, c'est-à-dire ce qui a pu à un moment donné se passer, quand est-ce que ça s'est passé, dans quelles conditions, et ton fils pourra aussi de son côté rectifier s'il faut et préciser les choses. D'accord. Il y a à peu près un an, voilà, mon fils rentre à la maison et me tient un discours en fait qui me choque un petit peu dans le sens où il me parle de Daesh, de la Syrie, d'un engagement au nom de la religion musulmane. Il me parle de gagner le paradis. Voilà. Donc moi j'étais choquée parce que je ne l'ai jamais entendu en fait parler de ça. Du jour au lendemain en fait. C'est venu comme ça et donc franchement j'ai pas su comment réagir. Je me suis dit donc c'est soit je lui déclare la guerre en fait. Et à ce moment-là, avec un ado, c'est pas trop évident. Ou soit je me suis dit, on va apaiser la tension, je vais étouffer l'histoire, et voilà. Et en fait, bon an, mal an, de lui-même, je pense qu'il a compris. Parce que, il va vous expliquer, en fait. D'accord. Et d'abord, qu'est-ce qu'il t'a dit ? En fait, il est monté lorsqu'il rentre à la maison, et en fait, il n'a pas commencé par me poser des questions, en fait. Il est monté en me disant, maman... Daesh, nos frères en Syrie. En fait, il était. J'avais l'impression que le travail de fond qui a été fait par ces gens qui étaient dans le quartier, il avait agi. Et quand il est venu me parler, il avait déjà pris sa décision. Il n'est pas venu en fait en me disant maman, il y a des gens qui sont là, qui nous parlent. Non. Il est venu en me disant maman, oui, il me parlait de Syrie, il me parlait de combat, de guerre, de Kalash, voilà, des choses qui m'ont choquée. Et donc franchement, j'ai pas su comment réagir et je me suis dit bon, on va tempérer la chose. Je vais pas rentrer en guerre avec mon fils parce que moi c'est un ado. Les ados, voilà, faut être prudent en fait lorsqu'on souhaite leur faire, je sais pas, comprendre une chose ou une autre chose. Et donc j'ai laissé faire la chose. Je me suis dit bon, ces gens-là de toute façon vont revenir. Mon fils, oui, il vit avec moi, mais quand il est dehors, il n'est pas avec moi. Donc je me suis dit, je fais quoi ? Je lui dis, tu ne sors plus, tu restes à la maison, c'est pas possible. Je l'ai laissé, je me suis dit, bon, ces gens-là vont revenir, ils vont lui retenir le même discours. Et en fait, il se trouve que c'était à peu près, ces gens-là venaient pour ce discours-là, en fait, c'était 2 ou 3 semaines avant les attentats de Charlie Hebdo. En plus. Donc je pense que le discours qu'ils lui ont tenu, et ces attentats qui ont suivi après, ça lui fait prendre une petite prise de conscience en fait. Il s'est dit oh, il a eu quand même le réflexe et la maturité de se dire non mais attends, ces gens me parlent de religion, de guerre pour la religion, au nom de la religion, et là je vois il y a des gens qui sont quand même morts, des civils, des gens innocents, et donc j'étais en retrait, mais en fait j'ai suivi tout ça.
je le suivais, je faisais attention à ce qu'il faisait, à qui il parlait. Et c'est sûr, j'étais prête à intervenir à n'importe quel moment, quoi. Je me suis dit, au moment où vraiment, si je sens qu'il va partir ou autre, là, j'interviens. Et la chance que j'ai eue, c'est que, je veux dire, il a quand même une maturité qui fait que c'était soit il partait, soit il avait un minimum de réflexion et de se dire que non, voilà. Le discours que ces gens-là me tiennent, c'est pas un vrai discours, quoi. Et ces gens-là, donc, du coup, c'est qui? C'est les jeunes de son âge? C'est des jeunes du... En fait, c'est... Donc, nous, on est en Seine-Saint-Denis. C'est des petits groupes. Pour moi, ils sont très bien organisés, quoi. Ils viennent, ils sont 3 ou 4. Il y a toujours un leader qui a un certain âge. Et puis, les autres, en général, ils sont plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ciblent une jeunesse. Les adolescents, en fait. Et donc, ils ciblent les adolescents. Et si, par exemple, dans le quartier, il s'avère qu'un grand venait à leur dire « Oui, mais pourquoi vous parlez à nos jeunes et tout ?» Ils avaient toujours un leader qui était prêt à prendre cette personne. Et voilà, c'est vraiment bien organisé, quoi. Et Omar, alors parle-nous un peu de tout ça. Comment ça s'est passé raconte-nous un peu, voilà, tout ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps. En fait, ça a commencé par des petites approches. Il ne me disait pas des choses très graves dès le début. C'était des petits rappels de religion tout à fait normal. C'était fais ta prière, touche pas la drogue, touche pas l'alcool, va à la mosquée le vendredi, évite les conneries et tout. Bon, moi, ça je l'écoutais. Ça, c'est ce que tout le monde dit partout. Après, au fil du temps, en fait, j'ai compris que ça, c'était comme une prise de confiance. Pour me mettre en confiance avec lui, c'était plus... c'était pas son but, ça, de me dire fais la prière. Son but, c'était vraiment qu'est-ce que tu comptes faire toi après. Moi, quand il me disait ça, moi, je comprenais pas trop au début parce que je connaissais sans vraiment connaître. Et après, au fil du temps, il a commencé à vraiment me faire comprendre que c'est pas ici qu'on devait finir nos vies. Nous, musulmans, enfin, d'après ce qu'il dit, musulmans dans son sens, c'est pas ici qu'on devait finir. On devait mourir en martyr en Syrie, défendre l'islam, défendre des causes. Et comme ma mère, elle a dit, après, quand il y a eu les attaques de Charlie Hebdo, bon, moi, j'ai dit ça, c'est pas trop pareil entre la guerre et tuer des gens qui dessinent, quoi. Ça n'a rien à voir. Même si, bon, ils ont pour eux défendu une cause, parce que certes, ils représentaient des choses de l'islam qui, bon, c'est interdit pour nous. Ça n'avait pas lieu d'être, en fait. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment hors sujet. C'était hors sujet avec ce qu'il m'avait fait comprendre. Et là, à partir de là, j'ai commencé à me dire, c'est entre faire la guerre, défendre l'islam et venir tuer comme ça, et ça n'a rien à voir. Et tu y as cru pendant combien de temps à ce discours? Jusqu'à que je voyais les attaques, c'est là que je commençais à dans ma tête à me dire non, c'est pas ça que je veux faire, moi. Moi, je me disais, c'est pas du tout ça que je veux faire, en fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il me disait. Ça veut vraiment, vraiment rien à voir. C'est à partir de là, vraiment, à partir des attaques, j'ai commencé à comprendre que c'était des trucs un peu bizarres. Une petite prise de conscience. Une petite prise de conscience. Mais il était encore dans le bain, quoi. Mais sa prise de conscience, elle était là. Et s'il n'y avait pas eu les attentats de Charlie Hebdo, bon, on peut pas dire par avance ce qui aurait pu se passer. Ouais, c'est sûr. Mais quelle aurait été ta réaction, à ton avis? C'est sûr que j'aurais continué à le suivre. Parce que bon, moi, comme j'ai dit, il me parlait vraiment de défendre l'islam. On me dit défendre sa religion, c'est pas... Tout le monde va le faire. Mais défendre l'islam contre qui? Pourquoi? C'est qui agresse l'islam? Lui, ce qu'il me faisait comprendre, c'est qu'en gros, parce qu'ils disent qu'en fait, ils se font bombarder, après, je connais pas trop exactement. Mais ce qui me faisait comprendre, c'est qu'il fallait défendre la religion, parce que là-bas, c'est ça, c'était notre but en gros. Moi, ce que je me faisais comprendre, c'était que c'était notre but. Et c'était des groupes, parce que ta mère nous a donné quelques précisions, c'était des groupes de combien de personnes? Est-ce que c'était les mêmes? Pendant combien de temps? Est-ce que c'était toujours au même endroit dans la ville où tu habites? Non, c'était pas forcément au même endroit, c'est quand on se croisait. Bon après, je pouvais croiser une personne comme je pouvais en croiser 3, comme ça dépend. Mais c'était toujours, enfin ça dépendait. Dès qu'on se croisait, on se parlait. Et au final, après c'est après vraiment 2 petites semaines, il a commencé à me parler de ça. Au début, comme j'ai dit, c'était pas trop dans ce domaine-là, c'était plus dans les petits rappels de religion normale. Ils avaient quel âge? Franchement, la tranche d'âge, je connais pas son âge exactement, mais plus grand que moi, ça c'est sûr. Je dirais entre 20 et 25, pas plus. Vraiment pas plus. Et ils habitent dans la ville ou Oui, ils habitent dans la ville. Ils y habitent, oui, d'accord. Et est-ce que tu as entendu parler éventuellement s'ils sont partis ou pas Non, pas du tout. Pas entendu. Non, j'ai pas entendu de choses comme ça. C'est des jeunes ou un jeune d'ailleurs, qui ont une activité, soit dans une association, ou c'est des gens uniquement qui sont dans le milieu... Non, c'est des gens qui se lancent comme ça, de eux-mêmes. Il n'y a pas d'association, c'est d'eux-mêmes. Pareil, je sais pas,
Je sais pas, c'est les réseaux sociaux, ça a dû c'est un petit retournement de cerveau. Et après, bon, eux, ils essaient de, comme pour eux, c'est bien ce qu'ils disent, bah, ils veulent transmettre aux gens. Sauf que c'est pas bon ce qu'ils transmettent en vrai. C'est pas bon. Est-ce que tu penses que ta mère, qu'est-ce qui t'a retenu? Ta mère, pas uniquement, mais ta mère, les attentats, uniquement les attentats, qu'est-ce qui a fait que t'as pas passé le cap? Bah, déjà, en fait, ma mère, elle m'a plus parlé de ça. À partir du moment où j'en ai parlé, moi, elle m'avait crié dessus. Et après, elle m'a plus jamais parlé de ça. Et moi, j'ai compris par la suite, là, maintenant, je comprends que, en fait, elle me parlait plus de ça pour éviter de relancer le sujet, à trop mettre ça dans ma tête. Elle m'a fait, en fait, là, j'ai compris que, elle me l'a fait oublier, en fait. Elle me l'a fait oublier. À plus en parler avec personne, bah, c'est sorti de ma tête, en fait. Après, bon, c'est vrai que les attaques aussi, ça m'a fait prendre conscience que c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, l'islam. C'est pas pour de tuer des gens. Aucune religion dit de tuer des gens comme ça. Aucune religion, c'est n'importe quoi. Et pourtant, quand tu avais été voir ta mère, d'après ce qu'elle nous dit, c'était Daesh, Kalachnikov, etc. Mais pas dans le même domaine, pas venir tuer des gens sur Paris. Ah oui, d'accord. Vraiment, la guerre, en gros, c'est comme... Parce que lui, ce qui m'a fait comprendre, c'est qu'en gros, c'est l'armée de la religion. C'est comme une armée, tu t'engages à l'armée. Donc, quand tu t'engages à l'armée française, t'es bien obligé de venir tuer des gens. Donc, je me suis dit, autant s'engager dans l'armée de la religion et tuer des gens pour des bonnes causes. C'est ça que je me suis dit. Et est-ce qu'il y avait un timing? C'est-à-dire, est-ce qu'ils t'ont dit on se revoit? Est-ce qu'il y avait des dates précises? Par exemple, est-ce qu'ils t'auraient dit on se voit la semaine prochaine, on pourrait, ou je ne sais pas, on pourrait partir le mois prochain? Est-ce qu'ils donnaient des dates comme ça précises ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout ça. Non, on m'a pas proposé de date. On m'a jamais parlé comment partir là-bas. Ça, je l'ai su que par les reportages. Mais on m'a jamais dit tu fais ci, tu fais ça, tu vois. J'ai pas été une petite marionnette guidée, qu'en fait ils me disaient des choses et moi c'était par la suite, c'était à moi de comprendre si c'était bon ou pas. D'accord. Et ces gens-là, tu les recroises tous les jours, mais tu les croises pas tous les jours, mais moi c'est des gens que je revois. Bon, après maintenant je parle plus avec eux parce que j'ai compris qu'ils sont un peu bizarres. Ouais, je les croise, c'est des gens que je crois, c'est des gens qui vont à la mosquée. Bon après, voilà, moi-même après à partir d'aujourd'hui je comprends pas. Si lui-même il me disait de partir, aujourd'hui il est pas parti, c'est qu'il y a une raison. Ouais. D'accord. C'est un peu paradoxal. Voilà. Et toi, tu les connais? Franchement, non. Moi, de loin, je les voyais, mais c'est des gens que ni j'ai voulu les approcher, non. Mais avant ces événements, est-ce que tu les avais déjà vus ou pas? Non, je savais, parce que moi, j'ai vu pas mal de jeunes, en fait, dans notre quartier qui ont changé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, voilà, on se met ils sont en shashia, ils sont en sunna, donc avec leur kamis, ils ont des livres sur eux, H24, des supports, quoi. Des supports où ils lisent, quoi. Donc aucune transmission orale, ce qui dans la religion, je trouve ça vraiment, je veux dire, la religion musulmane, c'est par transmission orale. Là, non, eux, c'est je bouquine. Je ne sais pas qui a écrit ce livre, voilà, mais je bouquine. Ce qu'on me donne, je lis. Et donc, ces jeunes-là, du jour au lendemain, j'ai vu pas mal de jeunes se transformer. C'est des jeunes qui me disaient bonjour, qui me passaient le salam, et du jour au lendemain, ah non, ils marchent à côté de toi, la tête baissée, ils te regardent pas. Et tu m'avais parlé d'un quartier dans ta ville. Oui. Y a un quartier, je vais pas le nommer, mais oui, il y a une petite concentration. Il y a une concentration. Ouais, c'est des gens. Est-ce que ces gens venaient de ce quartier? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Non, c'est pas des gens que je voyais dans des quartiers, c'est des gens qui habitaient dans la ville, mais sans vraiment venir d'une cité. Un quartier précis. C'était des gens que je côtoyais même pas à la base. On s'était parlé comme ça, c'était par l'intermédiaire de quelqu'un. On s'est serré la main à plusieurs, enfin, mon groupe entre amis, on s'est serré la main à leur groupe, voilà. Ils nous ont parlé. Pas du tout? Non. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, ça t'est pas resté du tout dans la tête? De repartir là-bas? Enfin, pas forcément de partir, mais est-ce que l'échange qu'il y a eu entre vous, t'es resté dans un coin de tête comme ça? C'est resté dans ma tête parce que c'était comme quelque chose de bizarre qu'il m'avait dit de faire. Enfin là, maintenant, là, ce que je comprends maintenant, c'est comme si, là, je m'en rappelle de tout ce qu'il m'a dit, mais c'est pas pour autant que ça reste dans une partie de ma tête à méditer. C'est pas méditer, ça c'est classé, c'est sûr, c'est mort. Voilà. Mais je m'en rappellerai, quoi. Je m'en rappellerai. Et toi, comment tu m'as dit tu as dit en gros comment tu avais réagi. Oui. Enfin, je me dis, je l'ai échappé belle. On l'a échappé belle. Pourquoi? Parce que il a la chance d'avoir une certaine maturité. Et oui, il est faible d'esprit comme n'importe quel ado qu'on va endoctriner. Mais lui, en fait, je suis très proche de mon fils, en fait. C'est l'avantage. Donc ma réaction face à ces dires que lorsqu'il est monté en parlant de la Syrie, parce que je suis musulmane, donc je serai la première à défendre les musulmans.
Mais lorsqu'il m'a parlé de les défendre, qu'il souffrait là-bas, qu'il fallait... Enfin, lorsqu'il s'est heurté à un mur, il s'est dit, non mais attends, maman, je comprends pas pourquoi maman elle réagit comme ça, normalement c'est bien. Je vais partir défendre les musulmans. Normalement ma mère elle doit bien réagir. Et en fait je pense que sa prise de conscience aussi elle est partie de là. Parce qu'on partage beaucoup, on parle beaucoup. Mais j'imagine que dans certaines familles ça se passe pas comme ça. Et malheureusement c'est vrai quand je vois des jeunes qui partent, je me dis je l'ai échappé belle quoi. Et dans ta ville, est-ce qu'il y en a, est-ce que tu as connaissance de jeunes qui sont déjà partis ou pas ? Je ne sais pas. Et toi ? Moi, oui, il y a quelqu'un que je connaissais. Oui. C'est pas quelqu'un proche, mais on savait, enfin voilà, on se connaît de vue, voilà. Et lui, il est parti. Il est parti il y a combien de temps ? Une bonne année. Revenu ou pas ? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Bali. Et pour les familles, parce que c'est vrai que bon, Ilham disait à l'instant qu'elle y a échappé belle, et du coup, quels sont peut-être les messages et les indications que toi, en tant que mère, tu as pu observer, et pareil pour Omar, sur finalement, on a un certain nombre de personnes qui nous écoutent, qui n'auront peut-être pas forcément cette chance-là, et qui ont peut-être besoin qu'on leur donne à la fois quelques clés, de maman, voilà, quelques signes. Même si c'est pas une science exacte, mais qui permettent d'aider les familles. C'est qu'en fait, tout est relatif, encore une fois. Il n'y a pas un comportement spécial à adopter. Tout est relatif. Tout dépend, en fait, de ce que pense le jeune, de la relation qu'il a avec sa famille. Encore une fois, il peut être très proche de sa mère et lâcher prise et partir. C'est vraiment relatif. Il n'y a pas de cas typique. On ne peut pas dire... Alors, s'il est proche de sa mère, on peut faire ci. S'il n'est pas... Non, on ne peut pas. On peut pas. J'ai envie de dire, c'est au petit bonheur la chance. Et du coup, Omar, parce que c'est vrai que ta maman, elle précise que la relation était beaucoup, entre guillemets, on a le sentiment que c'est une relation très fusionnelle. Très fusionnelle. Mais par exemple, toi, tu as été traversé par un certain nombre de messages qui, bien sûr, t'ont peut-être interrogé, mais est-ce que tu as partagé ça avec d'autres jeunes de la même tranche d'âge qui peut-être t'ont aussi aidé à trouver le chemin de la raison, ou qui auraient très bien pu d'ailleurs... Non. Vous en parliez pas entre vous ? Non. Non. On s'est jamais parlé de ça, de se dire notre groupe, on se prend, on part. Moi, si je partais, j'étais tout seul. Moi, le reste, voilà, chacun fait ses trucs. Mais... D'accord. Non, jamais entre amis, on s'est parlé de ça. Non, jamais. Ouais, je pense que ça aussi, c'est une chose qui a peut-être pu le sauver, parce que lui, il a peut-être après, des amis, mais... Il y a des amis à moi, ils sont un peu, pas égarés, mais pour eux, pareil, partir, c'est bien. Pour eux, par exemple, pour ceux-là, quel type de message, toi, tu peux... Mais eux, c'est vraiment pas des gens qui s'y intéressent en plus. C'est pas des gens qui sont à la mosquée, c'est des gens... On leur a dit 2-3 phrases, ils disent si tu pars là-bas en vrai c'est bien, mais ils partiront pas, je les connais. Ils partiront vraiment pas, c'est histoire de le dire. Et pourtant il y en a qui partent. Pour eux, il y en a qui partent, mais il y en a qui partent. Il y en a qui le disent, ils le pensent, mais ils partent. De là passer à l'acte, c'est vrai que c'est autre chose. Parce que c'est vrai que on voit bien à la fois sous le premier aspect qu'on développe, c'est le côté de la solidarité, ce côté où on considère que dans le message que tu as envoyé à l'instant, Omar, sur le fait qu'on t'a surtout sensibilisé sur le fait qu'il fallait que tu défendes ta religion. Après, je sais pas quel est le niveau de pratique que tu as au niveau de ta religion. Moi, si c'était pas pour ça, je me serais jamais intéressé. Je me serais jamais intéressé. Donc c'est l'argument principal. Je me serais jamais intéressé à ça. Si on me dit tu vas là-bas, tu tues des gens, moi c'est pas, je suis pas fou. On me dit c'est ta religion, tu dois défendre ta religion. Moi je me dis c'est le but de la vie. Je me dis que c'est comme le but de la vie. Mais c'est vrai que il y a un autre élément que tu as évoqué qui était d'ailleurs, tu faisais le parallèle entre le fait que l'on te demande par exemple de t'engager dans l'armée, que tu l'aurais fait parce que tu considères que c'est un devoir de le faire. Et là, finalement, on a une autre similitude là où on dit il y a une armée entre guillemets islamiste qui est vraiment l'armée entre guillemets de la religion, et c'est vrai que ça, ce sont des messages qui sont des messages extrêmement importants parce bien que sûr. Des jeunes peuvent aussi prendre ce chemin-là sur cette base-là. Bien sûr. Non, c'est difficile. Moi, je me rappellerai toujours le jour où il est venu. Vraiment, et qui m'en a parlé, il était décidé. Et quand je lui disais, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Réveille-toi. Mais arrête, maman, mais qu'est-ce que tu connais ? Mais tu connais pas, mais qu'est-ce que tu... Voilà, c'était ça. Et franchement, je me dis, je l'ai échappé belle. Après, j'ai peut-être adopté le comportement qu'il fallait à ce moment-là, parce que je le connais très bien, je sais comment il est, je sais qu'il a une certaine maturité. Et oui, non, je l'ai échappé belle, on l'a échappé belle. Grâce à Dieu, je me dis que voilà... Ça aurait pu être une catastrophe. Et vraiment, moi, en tout cas, le comportement que j'ai adopté, c'est... Je lui ai fait part de ce que je pensais sur ce sujet-là. Après, je me suis mise en retrait, mais entre guillemets. C'est-à-dire que je le regardais de loin. Je fliquais ses faits et gestes, avec qui il était. Je parlais même plus de ça à la maison. Je laissais passer du temps.
Et quelques mois plus tard, je lui en ai encore reparlé. J'ai senti qu'il était encore dedans, mais qu'il se décrochait. Et après, donc, quand il y a eu en fait les attentats de Charlie Hebdo, on en parlait beaucoup. Lui, c'est quelqu'un qui suit beaucoup l'actualité, vraiment beaucoup. Hein. Il regarde beaucoup tout ce qui est le journal, l'actualité et tout. Et on en a parlé. Et là, je me suis dit, ces attentats, je pense qu'ils vont faire que. Il va peut-être prendre conscience que, en fait, voilà, c'est pas une guerre sainte, comme ils le disent eux, au nom de la religion. Non, c'est faux. Parce qu'en même temps, on a, c'est pas toujours exact, mais dans les profils de ce qu'on identifie comme étant en rejoignant les actes de terrorisme, on a quand même une tranche d'âge qui tourne autour des 20-25 ans. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a à la fois une tranche d'âge qui est extrêmement vulnérable. Et le parcours d'Omar, dans sa prise de conscience, elle a été réelle, puisqu'elle a permis finalement de trouver un autre chemin. Bien sûr. S'il n'y avait pas eu la relation fusionnelle, bien sûr, très important. Parce qu'on a aussi des enfants qui sont en rupture avec leur famille. Tout à fait. Et du coup, la rupture avec la famille ne permet pas finalement de discuter. C'est certain, c'est certain. Et bon, il y a eu l'acte malheureux et dramatique de Charlie Hebdo, mais on voit bien que cet acte-là, il a aussi la capacité de faire le lien et le raisonnement. Aussi. Oui, ça m'a marqué un peu. Voilà, ça a marqué. Ouais, ça a vraiment rien à voir. J'ai trouvé ça... C'est hors sujet. Hors sujet. Pour moi, c'était ça. C'est des gens qui tuent et là-bas. Mais en même temps, tu peux aussi avoir d'autres personnes qui disent ouais, mais si. Il peut y avoir l'effet contraire. Ouais, non, il y en a qui disent oui, c'est ça, c'est des frères qui ont défendu notre cause, machin. Ouais. Non, il y en a qui disent ça. Oui. Parce que faut pas oublier que Charlie Hebdo, quand les frères Kouachi sont sortis, on a lavé en gros l'honneur du prophète Mohammed. Ouais, ils ont caricaturé. Voilà ce qui a été dit. Ils ont caricaturé. Voilà, ils ont caricaturé. Après, moi j'ai vu, c'est vrai, c'est grave ce qu'ils ont fait. Prendre le Coran, des photos de balles qui rentrent dans le Coran en disant le Coran c'est de la merde. C'est pas des choses à faire. C'est pas des choses à faire. On peut dessiner ce qu'on veut, mais pas sur les religions. Sur aucune religion, sur le bouddhisme, l'islam, le christianisme. C'est pas bon ça. Selon toi, comment un musulman doit réagir en fait face à, par exemple, voilà, tu n'es pas d'accord avec ces caricatures, tu fais quoi? La parole. Après, si la parole ne passe pas, autant lâcher prise. Ça sert à rien de s'enfoncer avec des gens qui veulent pas comprendre après. Parce que moi, j'ai l'exemple concret d'un jeune de 16 ans, un Français qui est mort en Syrie. Hein. Donc c'est pour ça que c'est le premier en fait. Donc on a des exemples concrets de jeunes de ton âge, l'âge que tu avais en tout cas quand ça s'est passé. Qui sont morts en Syrie à l'âge de 16 ans. Et c'est pour ça que ça m'a quand même interpellé quand tu m'en as parlé, là. Et c'est vrai que l'idée, parce qu'il y a une double idée dans tout ça. Un, c'est de prendre cette expérience, hein, et que les gens qui nous écoutent et les gens qui sont autour de la table aient quand même quelques clés de compréhension, parce que en tant que professionnel, et Balid, je crois, tu connais le domaine aussi bien que moi, voire mieux. On a toujours une conscience professionnelle de ce que ça peut être, sauf si on a un vécu dans les quartiers, ce que tu as. Hein. Mais pour nos auditeurs et auditrices et mères de famille, et notamment familles recomposées ou des familles à la limite qui ne sont pas d'origine musulmane, où là il y a encore moins de repères. Hein. Et c'est vrai que l'idée de cette démarche, en tout cas d'aujourd'hui, c'est d'essayer de donner quelques clés de compréhension et faire que on puisse passer. C'est pour ça que ton expérience elle est intéressante. Tu voulais intervenir, Yanis ? Oui, je voulais peut-être Yacine, pardon. Excuse-moi. Peut-être poser une question. Est-ce que justement par rapport à l'éducation religieuse, est-ce que vous en tant que maman vous avez déjà appris des choses à votre fils à ce sujet-là, ou est-ce que toi du coup derrière t'es parti t'informer, ou quelle place finalement a eu l'éducation religieuse dans votre vie, parce qu'on peut être entre guillemets comme disent certains de culture musulmane sans forcément avoir ouvert un jour un Coran, sans pratiquer. Ou pratiquer vite fait, connaître 2-3 sourates sans rentrer dans le détail. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que toi derrière ça t'a poussé à faire quelque chose par rapport à ça? Avant, déjà, moi je suis née au Maroc. D'accord. Donc j'ai reçu, j'allais à l'école coranique là-bas, donc j'ai reçu une religion, mais j'ai envie de dire entre guillemets la vraie. Voilà. Alors après donc je suis arrivée en France. Lorsqu'on arrive en France, au bout d'un moment dans notre vie, on a soif de cette religion. On a envie de retrouver tous nos repères. On a envie. Donc, je me suis dit, il faut que je prenne des cours de religion. À mon plus grand étonnement, on me disait des choses qui étaient peut-être pas contradictoires par rapport à ce que m'apprenait mon grand-père au Maroc ou l'école coranique, mais il n'y avait pas de similitude. Je ne comprenais pas. Et je cherchais
je cherchais la similitude avec ça. Je me disais, non, mais c'est pas possible, on pratique pas tous la même religion. Je comprenais pas. Et puis bon an, mal an, oui, j'ai trouvé des gens qui ont réussi à m'inculquer ce que mon grand-père m'a inculqué, c'est-à-dire que ça ne parle pas de guerre, ça ne parle pas de tuer, ça ne parle pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça, on ne parle pas de tout ça. Et voilà, on pouvait prendre cours de religion dans une pièce où c'était un homme qui nous donnait cours alors qu'on était des femmes. Voilà. Et oui, mon fils a pris des cours de religion, oui, il a pris des cours, le minimum obligatoire. Voilà, le minimum obligatoire pour un musulman. Après, oui, c'est pas... il va pas à la mosquée tous les vendredis. Il est pas là, à porter une barbe, à montrer, oui, je suis musulman par l'habit, quoi. C'est quoi pour toi le minimum obligatoire? Apprendre, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est notre prophète, que notre Allah c'est notre Dieu, que rien n'est tel que lui, qu'on ne l'imagine pas dans notre esprit. Tu vois, le minimum obligatoire pour un musulman, je veux dire, le minimum obligatoire. Et du coup, peut-être pour continuer là-dessus, Internet, on parle beaucoup d'Internet. Alors non. Tout à l'heure, vous disiez que vous l'avez fliqué, et du coup, oui. Est-ce que ça passe par la surveillance des réseaux? Mais bien évidemment. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. La religion, c'est par transmission orale. C'est ni dans les livres, ni sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce qu'on nous apprend tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, quand on me transmet la science de la religion, oui, on doit être capable de me donner des preuves. On me dit des choses, ça a été rapporté par qui, remonté jusqu'à la lignée du prophète. Je ne lis pas n'importe quel bouquin qui a été écrit par telle ou telle personne parce que c'est un savant, parce que si, parce que ça, non. Moi, j'ai besoin de preuves. Et mon fils, c'est ce que je lui ai dit. Quand quelqu'un t'enseigne quelque chose dans la religion, il te donne un support, d'accord, transmission orale. Ensuite, c'est sur un support pour que tu puisses le retenir, mais une fois qu'on te l'a transmis oralement, et oui, il faut les preuves. On te donne les preuves. C'est ce que je lui ai dit. Moi, on m'a toujours dit, donc, rapportez vos preuves si vous êtes véridique au niveau de la religion. Et quand c'est véridique, il y a toujours des preuves. Toujours, en tout cas, dans la religion. Est-ce que dans cette tentative d'embrigadement, est-ce que tu as été sur Internet à ce moment-là? À partir du moment où ces gens t'ont approché? Ouais, je regardais des vidéos. Des vidéos. Ils donnaient des références, ils disaient d'aller voir ça ou ça ou pas? Non, on me donnait pas de références. Mais moi, je me suis renseigné par moi-même parce que il pouvait me dire tout ce qu'il veut. Si moi, de mon côté, je me renseigne pas, je vais pas l'écouter, quoi. Je l'écoutais sans l'écouter. C'est pour ça que j'ai préféré me renseigner par moi-même. Après, j'ai commencé à voir des trucs un peu bizarres. Je voyais des articles qui parlaient, qui disaient qu'ils étaient financés par telle personne, des peuples, qu'ils étaient là pour diviser. Après ça, j'y croyais sans y croire, excusez-moi, parce que il me disait que non. Après lui, c'est quelqu'un qui me faisait des rappels, comme je l'ai dit, m'a mis en confiance au niveau de la religion. Donc je me suis dit, entre un article internet et lui, autant l'écouter lui. D'accord. Ah ouais, tu vois un peu la Bali. C'est une application qu'il peut y avoir entre Internet et. C'est pas dépendant de ce qu'on appelle le fameux cher Google. Non. Cher Google, on connaît bien. En même temps, c'est vrai qu'à travers ce témoignage-là, ça interpelle aussi tous ceux qui nous écoutent, y compris les responsables politiques au plus haut niveau, parce qu'il est vrai que vous avez certainement entendu les annonces qui ont été faites par le président de la République. Oui. Sur un certain nombre d'éléments portant notamment pour prendre en compte les actes de terrorisme qui ont frappé la France et malheureusement la ville de Saint-Denis où on est actuellement. Mais du coup, malheureusement, le président de la République ne répond pas à la question que tu évoques sur le fait que toi, je vais dire, très jeune, donc en tant que mineur, tu as été approché par un certain nombre de groupuscules de gens qui véhiculent ce type de message. Pareil, vous avez eu la chance, parce que vous avez eu ce lien avec votre enfant qui permet d'eux. Mais heureusement qu'il est venu m'en parler, en fait. Quid des enfants et des familles, par exemple, qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment accompagnés pour pouvoir prendre cette question-là. C'est ça. Donc, et après, il y a un autre élément qui est évoqué, c'est sur la question, bien sûr, du numérique, parce que malheureusement, cette jeunesse est aussi dans l'ère du numérique. Donc l'accès, je veux dire, aux nouvelles technologies d'information fait partie complètement intégrante de leur mode de fonctionnement. Et malheureusement, c'est là où on est véritablement sur les grands enjeux de la société. Donc il y a quand même, dans tout ce qui est évoqué, même si ce n'est pas une science exacte, mais il y a quand même des choses, des propositions qui sortent un peu dans les propositions, dans les remarques que vous faites, qui est de dire... l'enfance, c'est peut-être là où il faut qu'on mette le maximum de choses. Quand une famille est confrontée à une difficulté, il faut véritablement qu'elle soit entourée plutôt que l'on l'accuse, parce qu'on aurait pu l'accuser aussi. Bien sûr. Ouais, complètement. Bien sûr. Oui. Parce que j'imagine que
dans la situation dans laquelle vous êtes, je ne sais pas si vous, par exemple, vous avez eu l'occasion peut-être d'échanger avec des familles ou avec des personnes ressources qui auraient peut-être pu déjà, ne serait-ce que vous écouter par rapport à la situation que vous avez découverte de votre enfant. Est-ce que vous avez senti une écoute, pas une écoute? Franchement, vous avez tout fait vous-même, quoi. Bah oui, mais voilà, en plus j'ai tout fait moi-même. Moi, en plus c'était vraiment la période où j'entendais à la télé, cette jeune est partie, donc une maman qui parle, qui lance un SOS, oui, ma fille est partie. Voilà, c'était à ce moment-là où il est mais plus. Oui, mais oui, franchement oui. Donc et moi donc non, mais j'étais toute seule face, j'ai l'impression à un monde entier, quoi. Est-ce que tu connaissais des parents qui avaient été confrontés aux mêmes difficultés? Non, pas directement. C'était vraiment, je voyais ça que par le biais de l'information à la télé. Des mamans qui pleuraient, il est parti. Et j'avais vu un reportage avec des mamans qui parlaient avec leur fille. Leur fille était en Syrie et elle se parlait au téléphone. Enfin, c'était poignant. Enfin, je pleurais parce que je me disais, oh là là, je tremblais. Je me disais, faut pas que j'en arrive à là. Donc moi, j'ai adopté un système avec mon fils qui fait que je ne lui ai mis aucune pression. Par contre, je le fliquais. Géolocalisation et tout, hein. Mais vraiment. La DGSI à la maison. Voilà. La DGSI à la maison. Mais j'étais obligée. T'étais au courant, Marc, qu'il y avait géolocalisation? Bon, pas au début. Mais après, oui. Maintenant, je le sais. Maintenant, d'accord. Et moi-même, je la localise maintenant. Ouais, mais ça renvoie aussi encore un principe derrière, c'est que il y a encore la marque du respect. Bien évidemment. Parce que on a aussi malheureusement des familles où finalement la relation entre la maman et puis l'enfant est aujourd'hui rompue pour des tas de raisons, hein, et qui aujourd'hui sur une situation similaire, les enfants n'écoutent pas, par exemple, leur maman. Franchement, moi j'ai cette chance-là en tout cas. D'accord, donc c'est aussi un élément important. Tout à fait. D'ailleurs, quand je le géolocalisais, lorsqu'il n'était pas au courant, donc forcément nos téléphones étaient synchronisés, donc je savais où il était à n'importe quel moment. Mais d'abord, géolocalisation, je savais qu'il était à telle rue, et je l'appelais quand même pour dire tu es où, pour voir s'il me mentait ou pas. Bizarrement, il ne m'a jamais menti. Et devant ces difficultés, bizarrement. Bizarrement. Et devant ces difficultés-là, à aucun moment vous avez senti le besoin ou le réflexe d'être accompagné, d'informer, je sais pas moi, un service public. Franchement, parce que je me suis dit que je n'aurais pas eu l'écoute adéquate. D'accord. Oui, donc, parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est chaque cas, il est spécifique, quoi. Mon fils, je suis la seule à le connaître. Personne ne le connaît mieux que moi. C'est vrai que je repose la question. T'as jamais eu à un moment donné l'idée de faire appel, je ne sais pas, à un service? Ça me faisait carrément peur. Ça me faisait peur, moi. Pourquoi ça te faisait peur? Parce que je me suis dit peut-être que leur intervention fera qu'il va partir, justement. Voilà, peut-être qu'ils vont mal s'y prendre. Moi, j'y allais vraiment, mais tout doucement, crescendo. Je le caressais dans le sens du poil et je lui faisais croire qu'on n'en parle plus. Mais j'étais là, j'étais sur le front, quoi. J'ai vraiment. Mais vraiment. Mais c'est quand même inquiétant à la fois parce que. Mais j'avais peur. Ça veut dire vous avez peur et dans votre peur. Vous réinterrogez aussi d'une manière indirecte, entre guillemets, les services publics en général. Mais oui, mais vous ne reconnaissez pas la capacité des services publics de vous accompagner dans cette situation. Bien sûr que c'est une proposition aussi qui doit... Bien sûr, mais c'est très grave parce que, par exemple, quand je regardais... je vous donne un exemple. Bon, quand il me parlait de tout ça, quand ça commençait à s'apaiser, j'entends, oui, mon fils est parti, et la maman, elle est là, elle est à la télé, elle crie son désarroi. Franchement, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Parce que moi, mon fils, demain, il part. Il va entendre que je suis à la télé, que je crie, mon fils revient, que tout le monde, il est au courant. Ça va pas du tout lui donner envie de revenir. C'est bon, comme on dit entre guillemets, il est grillé. Tu es grillé. Ah oui, c'est vrai ça. Mais c'est vrai. Il sait ce qu'il attend en retour. Mais voilà, t'es grillé. Donc moi, j'ai étouffé tout ça. Et voilà, j'ai fait Colombo, entre guillemets, tout ça. Géolocalisation. Voilà, entre autres. Je ne dévoilerai pas tous mes secrets, mais voilà. En parler, est-ce que vous en avez parlé du coup peut-être autour de vous, à la famille, personne. Aux amis, rien? Ni à ma sœur. Pourquoi du coup? Parce que non, je pense que ça allait prendre... parce que moi, je suis quelqu'un... Alors, je vous explique. Face à un problème, moi, j'ai le temps j'analyse. C'est la réflexion, la décision et l'action. Certaines personnes, en fait, elles n'ont pas tout de suite, ça crie, non, mais ils sont en panique, mais comment tu vas faire? Non. J'ai vraiment temporisé tout ça. Et comme je vous dis, personne ne le connaît mieux que moi. Je suis sa mère. Donc voilà. Et même si, admettons, j'en aurais parlé peut-être à ma sœur au début, elle m'aurait peut-être conseillé, mais la connaissant très mal,
elle aurait déjà paniqué, elle aurait grossi le truc, peut-être qu'elle aurait essayé de lui parler, et lui, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça aurait fait encore de la discorde dans la famille, des disputes, pour rien. Donc en fait, notre vie a continué, normalement, mais j'étais sur le qui-vive. Mais c'est, à la fois, c'est important, y compris pour les acteurs qui peuvent être amenés à un moment donné à gérer ce type de situation, d'entendre ce que vous dites, parce que à la fois, vous dites clairement que devant une situation, le fait, quelle que soit la situation de la maman ou que du papa, peu importe, c'est que la construction avec la famille va être essentielle pour pouvoir récupérer l'enfant. Donc, ce qui est quand même un élément extrêmement important. Et puis, le deuxième aspect, c'est peut-être que dans la manière dont les pouvoirs publics auront à accompagner les professionnels demain dans l'accompagnement de ces différents enfants, ils devront prendre en compte ce que vous dites là. Mais bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, moi, il fallait que ce soit juste un travail de fourmi, mais quelque chose en sous-marin, vraiment. Fallait pas qu'ils se sentent pistés, fallait pas qu'ils se sentent surveillés, qu'ils respectent l'intégrité de la famille. Voilà, et que nous, on soit sur son dos. Non, je voulais que la vie... famille monoparentale en plus, donc c'est pas évident. J'étais vraiment... non, franchement, non. Il fallait que ça se passe comme je l'avais souhaité, parce qu'encore une fois, je le connais. Et franchement, il y aurait eu des intervenants, sincèrement, hein, je pense que ce serait mal passé, sincèrement. Ouais, c'est en opposition avec ce qu'on pourrait... ce qu'on pourrait imaginer. Ah oui, complètement. Oui, parce que de toute façon, au jour d'aujourd'hui, les parents que j'ai vus à la télé, leurs enfants ils sont partis. Est-ce qu'ils sont revenus? Est-ce qu'ils sont revenus? Déjà, qu'est-ce qui a été fait par l'État, par les services? Non, c'est juste qu'on a crié qu'ils étaient partis. Donc j'aurais crié « Omar est parti, Omar est parti ». Donc grillé, ses amis le savent, tout le monde le sait, la famille, toute la ville, toute la France entière, le monde entier. Puis vous aussi, vous aurez l'image de... Mais comment? Oui, je ne peux pas. La mère d'un bourreau, quoi. Mais voilà. Ouais, en gros, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Ça se joue, ça. Hein. Quand tu regardes aujourd'hui les familles des différentes personnes impliquées, enfin pour ceux qui en ont encore, c'est l'horreur, quoi. Puisqu'on dit où elles habitent, enfin la famille à Aulnay-sous-Bois, elle est ravagée. Enfin, c'est des rares à qui on a réussi à remonter. Mais du coup, vendredi dernier, comment ça se passe quand vous allumez la télé et que vous recevez un texto de « Ouais, sors pas de chez toi », quand il y a eu les événements de vendredi soir? Comment... Moi, j'ai dit ça recommence. Et c'est encore les conneries. Voilà, au début, j'ai pas trop compris parce que ça a commencé fusillade. Je me suis dit ça doit être règlement de compte ou quoi. Et quand après, ils ont commencé à parler des revendications, là, j'ai compris que c'était encore n'importe quoi. J'ai compris que c'était n'importe quoi. Et encore une fois, la chance que j'ai, vraiment, je me dis avec mon fils, c'est que comme il est vraiment, je vous dis, il suit vraiment l'actualité de près. Enfin, moi, j'étais contente parce que par rapport à ce qui s'est passé, les derniers événements encore, là, au Stade de France, au Bataclan, tout ça, il m'envoyait les infos. Moi, j'étais au travail, il me les envoyait. Il m'envoyait les infos, mais vraiment, qui venaient au compte-gouttes. Regarde, maman, regarde. T'as vu? Regarde, tout le temps. Et j'étais contente parce que je me suis dit, il veut mon avis. Voilà, il veut mon avis, il me montre, regarde, t'as vu maman, t'as vu? En fait, t'avais raison, c'était ça. J'étais contente, pour moi, c'était la victoire. Ce qui veut dire que dans ce que vous évoquez, parce que c'est vrai que même si c'est pas une science exacte, et même si on n'a pas comme ça une caisse à outils où on sortirait... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en même temps, dans ce que vous dites, il y a un certain nombre de grands fondamentaux qu'on trouve. C'est-à-dire à la fois le fait que l'enfant doit suffisamment être en connexion avec les parents, mais aussi avec le monde des adultes. Deux, qu'il doit être capable à la fois de pouvoir ingurgiter un certain nombre de données, mais aussi avoir du discernement dans les informations qu'il reçoit. Voilà. Parce qu'on a quand même à la fois, malheureusement, des adultes qui sont plus âgés que lui, qui passent à l'acte, et on a même des gens qui ne sont pas forcément, entre guillemets, en difficulté intellectuelle, qui sont plutôt des gens relativement bien construits intellectuellement, et qui servent finalement le côté obscur de ce que l'on peut trouver, voire bestial, de l'homme. Et donc c'est vrai qu'on a quand même des choses qui sont très fortes aujourd'hui dans la société, et qui plus que jamais renforcent la nécessité d'avoir le côté éducatif, le côté... Mais oui, c'est très important. C'est très très important. Et encore, face à ce genre de situation... encore une fois, je me répète, mais je me dis la chance que j'ai eue, c'est qu'il m'en a parlé. Pourquoi? Parce qu'on est très proches, on est très fusionnels, et je suis la personne qui l'écoute le plus. Et il a un très grand respect pour moi. Et malgré que je suis une femme, je suis pas son père, quoi. Il m'écoute beaucoup. Et je pense que si le jeune ne fait pas la démarche d'en parler, s'il étouffe tout ça jusqu'à son départ, c'est foutu. C'est fini. Ça ne peut pas être rétroactif. C'est impossible. Maintenant, je pense que si les familles
arrive à sentir que l'enfant commence à glisser un petit peu vers cette mouvance, je pense qu'il faut mettre face à ce jeune la personne qui l'apprécie le plus et qui l'écoute le plus. Mais cette personne, elle doit avoir un discours, non pas... elle ne doit pas lancer une petite guéguerre avec cet enfant. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il faut aller dans son sens. Il faut aller dans son sens, mais tout doucement en l'attirant vers le nôtre. Et tu parlais tout à l'heure de... avant qu'on ne commence, tu parlais de détails que tu ne connaissais pas? Ou tu te trompais? Par rapport à quoi? À ce qu'a pu te dire ton fils? Ben oui, parce qu'en fait, je parlais avec lui justement avant. Là, donc, vous faisiez un débrief, ouais. Je faisais un petit débriefing et je lui disais, viens, on en reparle un petit peu pour que tu me dises un petit peu. Bah, franchement, je pense que oui, il y a un an, il y a peut-être des petites choses que j'ai loupées aussi. Et quand il m'en parlait tout à l'heure, j'avais un petit peu froid dans le dos, dans le sens où il me disait, oui, par exemple, je lui ai dit, mais il te parlait de ça, mais la finalité, c'était que tu partes. C'est ça? Mais comment t'allais partir? Avec qui? Par quels moyens? Est-ce qu'ils t'ont parlé de ça? Il m'a dit, oui, sur les réseaux sociaux, quand t'as envie de partir, t'as des gens qui partent, quoi, là-bas. Pour la même chose, c'est très facile, en fait. Voilà, les frères, voilà, je veux aller faire la guerre en Syrie pour nos frères musulmans. Il n'y a pas de souci. Tac, billet d'avion, tu pars. Quand il m'a dit ça tout à l'heure, parce que ça, par contre, j'en avais jamais parlé avec lui à un an. Jamais je suis arrivée jusqu'à la question du départ. Ouais, de l'opérationnel, quoi. Ah oui. Je me suis dit, mais déjà, je me refusais de lui en parler de ça. Je me suis dit, parce que lui en parler, c'est le faire cogiter et peut-être le pousser à une certaine recherche. Parce que des fois, on réagit... ça va contre sens. Voilà, exactement. Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent avec les ados. Hein. On part avec eux dans un discours en se disant, voilà, on va les faire partir dans un sens, mais en fait, non, ça éveille autre chose chez eux qui fait que non, ils sont dans la réflexion, mais opposée de ce qu'on souhaite leur transmettre. C'est pour ça que c'est vraiment délicat. C'est très très délicat. Un ado au jour d'aujourd'hui, surtout sur ce genre de sujet, c'est très très délicat. Et comme je dis, entre guillemets, la peau de banane, elle est devant eux, ils glissent dessus, mais très vite. Et ça y est. C'est l'image que j'ai envie de dire. C'est vrai que nous, à Arsège, on a pas mal on va dire, de petits pieds-à-terre dans l'ensemble des quartiers de la Seine-Saint-Denis, un peu des correspondants qui nous informent un peu de ce qui se passe. Et c'est vrai que on a rarement eu l'occasion d'avoir affaire à une famille qui soit organisée comme ça, en fait, c'est-à-dire avec des liens familiaux, avec des pare-feux, etc. Et c'est vrai qu'on a rarement eu affaire à ce genre de situation. On a plutôt affaire aux situations où, ce que tu disais, Bali, tout à l'heure, où il y a rupture entre l'enfant et ses parents, où là, effectivement, ça peut y aller à tout va en termes d'information et jusqu'à organiser le départ. Et c'est vrai que la conférence sur la radicalisation qu'on avait organisée ensemble, Bali, le 21 octobre, et Omran, qui est ici présent, c'est vrai qu'on avait parlé beaucoup à la base de choses très très basiques qui n'avaient pas de référence forcément islamique, qui étaient l'insertion, la formation et l'emploi, qui est en tout cas pour nous la base pour constituer un pare-feu sur la situation dont tu lui parlais, Omar. Parce qu'à cette époque-là, tu avais 16 ans, tu n'avais pas de situation. Ou pas? Est-ce que tu avais une situation à ce moment? Oui, si. Tu travaillais en boulangerie. Tu travaillais en plus. On imagine bien un jeune qui ne travaille pas, qui n'a pas de situation. Encore pire. Et c'est vrai que nous, on a conscience du fait que c'est la première base, où il n'y a pas forcément besoin d'être un spécialiste de l'islam et d'aborder toutes ces questions. La question ensuite, sur l'opérationnel, pour éviter le départ et désembrigader, je ne sais même pas si ce mot est réel, là effectivement, il s'agit vraiment de connaître les codes sociaux des quartiers. Ça ne veut pas dire être dans la théorie du grand frère, mais en tout cas, d'avoir toutes les clés, et on parlait de ça tout à l'heure, Bali, les clés de compréhension pour arriver à désenclencher ce processus. Et moi, j'ai souvenir d'être intervenu aux Assises nationales de la protection de l'enfance à Rennes, devant 450 personnes, où on m'avait appelé justement à intervenir sur la radicalisation. Et lorsque j'ai dit devant un parterre de travailleurs sociaux qu'il est absolument nécessaire d'avoir les codes sociaux, de connaître les codes sociaux des quartiers, de connaître les problématiques locales,
j'ai eu le tollé d'un travailleur social qui me dit oui, vous êtes en train de dire que si je suis pas arabe, je peux pas travailler dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on en arrive, même au niveau des professionnels, à ne pas comprendre le basique du basique. Ouais. Et c'est vrai que ça participe aussi à agrandir le fossé entre les parents, les enfants. Parce que ce que je notais précisément lors du débat précédent, c'est que j'avais pris la liste de tous ceux et celles, maintenant, puisqu'il y a une femme maintenant, qui avaient participé de près ou de loin aux attentats de Mohamed Merah, frère Kouachi, Koulibaly, Mehdi Nemmouche, Asna. Ils ont tous été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Je ne dis pas qu'ils sont coupables, mais je me pose quand même pas mal de questions, puisqu'ils ont tous été pris. En tout cas, ils ont eu tous une défaillance éducative et tous pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et la réaction de Stéphane Gatignon, qui était là et qui a d'ailleurs été la mienne, c'est oui, effectivement, ça m'interroge. Bien sûr. Yacine ? Mais c'est clairement le noyau de tous ces gens-là, parce que mine de rien, après c'est peut-être une déduction que moi je fais, c'est qu'il y a un cadre familial qui existe, même si c'est monoparental. Vous avez l'air d'être une maman qui n'est pas très très passive. Je confirme. Géolocalisation, il faut y aller. Ouais, géolocalisation, il faut y aller. Maman 2.0. Et non, mais faut pas prendre ça comme étant quelque chose de comment dire, de très commun. Enfin, il y a des parents qui lâchent l'affaire ou qui sont même pris dans d'autres problèmes, etc. Là, c'est des cas de personnes qui ont été placées, qui ont eu une enfance difficile, etc. Et je reprends peut-être juste ce que disait le juge Trevic, je vais écorcher son nom, que 90% des gens qui sont là-bas pour l'aventure, pour se venger, parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans la société. Et c'est là où je pense que l'interrogation de Gatignon était intéressante, c'est que le fond du problème, il est là. À partir du moment où tu as une place et que tu sais justement quel est ton but dans la vie, parce que c'est ce qui te vendait, si j'ai bien compris. Ouais. C'est le fait qu'en gros, tu vas aller là-bas combattre pour la religion, c'est le but ultime, en gros, si j'ai bien compris. Un honneur, quoi. Pour en gros gagner sa place au paradis. Voilà, c'est ça qui et du coup, c'est peut-être là. Il y a un travail d'éducation populaire, il y a aussi un travail, tout à l'heure je pose la question de l'éducation religieuse, parce que quand on creuse, etc., on se rend compte que t'es pas obligé d'aller en Syrie pour faire ça, tu peux commencer par ton voisin ou le SDF qui est à côté de chez toi. C'est ça. Et du coup, je reviens encore une fois sur l'interrogation de Gatignon, qui est très importante et qui doit tous nous interroger, avant de rentrer dans un tout sécuritaire, d'aller chercher le problème à la source, et qui est à la fois dans l'éducation religieuse des gens, donc de donner les moyens aux gens de pouvoir donner une éducation religieuse qui soit correcte, et justement de sortir de ce côté très bancal, parce que le côté bancal fait qu'on aura des gens qui sont pas diplômés, ou en tout cas qui n'ont pas de bagage particulier, et que ça permet aux gens d'avoir des vrais repères, autres que Google. Aujourd'hui, si on a une information à chercher, on va sur le fameux cher Google. Ils viennent de découvrir ça à la télé, ça fait des années qu'il y a des imams qui se battent contre ça. Là, c'est Xavier Bertrand, je crois, qui en a parlé hier ou avant-hier sur Europe 1. On reprend des articles de 2011, 2012 sur certains sites musulmans, etc. Ça fait des années qu'on en parle. Et l'éducation populaire tout court, c'est-à-dire l'éducation est de donner les armes aux gens pour être capable de dire à un mec qui nous raconte des trucs, de se dire ok, attends, je vais réfléchir. Et bien souvent le problème il est là, il y en a qui boivent les paroles parce qu'ils n'ont pas les armes de réflexion massive, j'ai envie de dire, et de se dire ok, bon, je vais en parler à ma mère par exemple. Il y en a qui vont s'enfermer dans. Tout à l'heure je parlais aussi d'internet, il y en a qui vont s'enfermer derrière leur ordi. Et ça c'est le piège, On en a parlé lors de la conférence sur la radicalisation justement de ce problème. Et c'est vrai qu'il y a deux publics en finalité. Il y a le public issu de culture musulmane, qui a effectivement où il y a des carences éducatives, des problèmes sociaux, et ça c'est la porte d'entrée. Mais il existe un autre public où là il y a beaucoup moins de garde-fous. Ce sont ceux qui n'ont pas de culture musulmane. Les fameux convertis. Les fameux convertis qui eux, d'ailleurs Omran qui est à côté de moi justement avait, il pourra nous en parler, engagé une procédure, je crois, il nous précisera, contre Maxime Auchard, qui est assez connu, qui avait été en Syrie, qui est un converti, où là il n'y a pas de pare-feu. Là, il n'en parle ni à sa mère ni à personne. Il y va, et puis c'est du hardcore là. Hein. Et c'est vrai qu'on a affaire à ces deux publics-là. Alors déjà qu'en France, on au sens impersonnel, l'État dans sa façon de faire, n'a pas connaissance du problème de la radicalisation. De là à aller au fond du sujet, au fond du problème, c'est-à-dire dissocier celui qui a une culture musulmane et celui qui n'en a pas, pour mettre en place justement la structure qu'il faut, et en même temps qu'il y ait ce soutien, d'abord cette connaissance, ce soutien, et en même temps ce que vous disiez Liam et Bali tout à l'heure sur
le revers de bâton qu'il peut y avoir si une mère de famille ou un père de famille va voir les services de renseignement ou de sécurité et qui dit voilà, j'ai mon fils qui veut partir ou ma fille qui veut partir, aidez-moi. Et c'est vrai que c'est tragique cette situation. C'est vraiment tragique parce que où on n'en parle pas. Toi, tu as eu la bonne idée de ne pas en parler parce que c'était stratégique en même temps. Mais il y en a qui ne vont pas en parler par peur. Et là, effectivement, ça complique les situations. Alors, est-ce que tu peux nous parler, Omran, de Maxime Auchard? Parce que j'ai vaguement entendu parler de lui, qui, lui, par contre, est un Français converti. Tout d'abord, j'aimerais bien dire un mot. Comme on sait, c'est pas... Les jeunes, elles savent... Ah oui, je précise que tu es président de l'association Rassemblement pour la Syrie. Oui. Je précise. Et comme on a remarqué que Omar, il avait de la chance qu'il a une mère comme ça, et sa maman, elle avait de la chance qu'elle a un fils bien éduqué et elle respecte sa maman. Donc, cette chance-là, elle n'est pas à la portée de tout le monde. C'est clair. Moi, je me pousse à réfléchir à ces gens-là qu'ils parlent à votre fils, aux gens qui sont partis déjà. Comment on va faire pour les retenir, pour les avertir, pour les apprendre que qu'est-ce qu'ils vont... C'est pas bon. Malheureusement, si on va revenir sur les médias, sur votre rôle, Jamel. Les médias, ils avaient le rôle principal pour désinformer et faire égarer ces gens-là. Vous savez que Al Jazeera, Al Arabiya, France 24, CNN, tous ces médias-là, ils ont focalisé leur objectif sur un seul point, comme quoi, peut-être votre fils il peut me le dire, il peut me corriger, comme quoi Assad c'est un criminel, c'est un boucher, il tue les musulmans, il tue les sunnites, et je ne sais pas quoi, il faut se défendre. Donc, on parle de l'éducation, on parle des raisons, mais on ne parle pas de rôle des médias. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des scènes qui ont été tournées, c'est de la comédie pour seulement remonter la haine contre certains présidents ou certains gouvernements, certains régimes, appelez-les comme vous voulez. Donc, nous, on sait comment elles ont... les gens, ils ont fait semblant qu'ils ont été morts ou qu'on les a vus revivre après la fin de la scène. L'essentiel, les médias, il a un rôle très important dans ce problème-là. Il faut faire attention aux médias. Il commence par les médias. Moi, je pense à ces gens-là qu'ils ont relâchés libres dans la nature. Est-ce que je peux savoir, Omar, pourquoi il t'a choisi? Je sais pas, c'est comme ça. C'est avec moi que le feeling. Non, c'est avec moi que le feeling. Il est costaud, c'est vrai, mais ça peut être utile. Hein. Non, c'est avec moi que le feeling il est passé. D'accord. Donc, parce que ces gens-là, ils sont très intelligents. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Il faut, à mon avis, on ne va pas attendre les mamans qu'ils réagissent comme il a fait la maman de Omar. Il faut faire quelque chose de définitif. Ça veut dire encadrer, filtrer, je ne sais pas, éduquer. Quand on va parler de tuer certaines catégories de l'islam ou certains, je ne sais pas quoi, il faut d'abord, il ne faut pas prêcher la haine contre X ou Y. Le média, elle ne doit pas être... elle ne doit pas jouer ce rôle-là. Deuxième chose, il faut donner l'occasion pour les autres qu'ils se défendent ou qu'ils expliquent. Moi, j'ai posé la question à Omar, tu défends l'islam contre qui? Mais elle est incapable de me dire contre qui et pourquoi. Même les gens qui l'ont envoyé, ils sont incapables. Mais seulement, ils voyaient le Al Jazeera et Al Arabiya qu'ils disent que les barils, ils tombent les barils. Mais on a vu ici des barils qu'ils ont tombés aussi sur les terroristes. La coalition, chaque jour, elle fait tomber des centaines de barils. Soi-disant, barils, c'est pas des barils, c'est des bombes. Donc, sur les terroristes, tu ne peux pas le combattre par les fleurs. Tu vas faire tomber des bombes sur lui, surtout quand il a des missiles, quand il a des canons, quand il a des chars.
Donc, est-ce que la France, actuellement, elle fait tomber des barils ou fait tomber des bombes sur Daesh à Raqqa? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à 5000 km de Daesh. Mais qu'est-ce qu'on va penser aux gens qui sont à côté? Mais Daesh, il est au cœur de la Syrie. Donc, si la France, elle donne le droit à se défendre, aller lancer des barils à 5000 km, mais comment on va dire à l'armée arabe syrienne? Mais c'est son rôle principal, qu'elle se défend, qu'elle défend son peuple. Donc, je reviens sur la question de Maxime Auchiard. Maxime Auchiard, c'était un Français converti, qui est parti 5000 km pour aller dans un pays, il ne connaît personne, que quelques criminels qui l'ont fait appeler. Donc, il a égorgé des gens qu'il ne connaît pas. Qu'il n'y a ils n'ont fait aucun mal. Donc, on pose la question, mais lui, sa conscience, comment il l'a autorisé à aller là-bas et égorger quelqu'un qui n'a rien fait de mal? Moi, c'est ça qu'est-ce qu'ils doivent penser les jeunes ici. Mais pourquoi, sous quel prétexte je vais aller tuer ou égorger ou détruire, je ne sais pas, un autre pays ou un autre homme mais le paradis, c'est pas comme ça. Le paradis, on gagne le paradis. C'est pas comme ça. Al-Muslim, man salim an-nasu min yadihi wa lisanih. Donc, mais le musulman, c'est que les gens ils sont épargnés de sa langue et de sa main. C'est bien traduit. Donc, c'est pas ça l'islam. Malheureusement, nous, on sait que, surtout ici en France, depuis l'affaire de Trois Foulards, il y a vingtaine d'années, il y a certains, pour leur intérêt politique, ils ont focalisé l'objectif sur ce problème-là. Ils l'ont aggravé jusqu'où ils ont créé un problème. Il s'appelle l'islam en France, les musulmans en France. Maintenant, il y avait des politiciens ici, sur ce plateau-là, ils parlaient de l'islam, des musulmans et de la société française. Et ici, comme c'est des intrus, c'est un corps étrange de la société française. Même, on a implanté dans les têtes des gens qu'on dit la France et l'islam. Ça veut dire l'identité musulmane. Mais c'est quoi l'identité musulmane? Soit la religion, soit musulmane, soit juif, soit chrétien, soit bouddhiste, soit je ne sais pas quoi. C'est pas une identité, c'est une religion. Et on a implanté dans les têtes des gens le problème judaïo-arabe, arabo-juif. Mais non, si vous allez parler du judaïsme, il faut parler de l'islam. Si vous allez parler de l'arabe, il faut parler d'Israël. Et si vous allez parler toujours, il ne faut pas mélanger les choses. Ici en France, depuis toujours, on joue sur ces mots-là. On joue sur ces notions, malheureusement. Toujours, on essaye d'inculper ou incriminer certaines catégories parce que ça sert aux politiciens. Vous savez, c'est pas moi qui va vous dire que la France elle est tenue par un lobby sioniste. On peut lui dire quand M. BHL il donne les ordres à M. Sarkozy pour détruire la Libye, mais c'est quoi? Non, il faut réfléchir approfondément à cette question. Ce n'est pas une question d'un jeune garçon qui a 20 ans, 25 ans, qu'il a rencontré Omar, lui a dit il faut aller défendre l'islam. Non, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on fait de l'islam un monstre. On l'a assimilé au terrorisme. Maintenant, quand vous dites musulman ou islamique ou islam, c'est tout de suite, il revient dans la tête, c'est le Allahu Akbar égorgé ou une bombe ou le terrorisme. Ouais. Donc, Maxime Auchiard, c'est quelqu'un qui, malheureusement, il était endoctriné comme ça. Il est parti là-bas, il est devenu un criminel professionnel. Il coupe les têtes, on ne sait pas pourquoi.
Et justement, si tu entends parler des copains... Je vais dire une chose. Quand on a déposé plainte contre Maxime Auchiard, elle était rejetée. Vous voyez, elle était rejetée, notre plainte contre un criminel prouvé par lui-même. Parce que, vous savez, ils ont montré leur vidéo, comment elle égorge les... Ils revendiquent. Même, ils ont mis le vidéo, comment elle égorge les... Rejeté par qui? Par la justice française. Mais après, on a fait un appel, elle était acceptée. Et toi, Omar, si tu rencontrais des jeunes de ton âge, ou peu importe, plus jeunes ou plus âgés, qui, à la base, tels que tu les connaîtrais, ne seraient pas dans ce délire, et ils te disent « j'ai envie de partir », qu'est-ce que tu ferais? Je leur déconseillerais. Tu prendrais le temps de leur expliquer Ouais, je prendrais le temps d'expliquer, comme je fais toujours. Ouais, je prendrais le temps. Après, si la personne ne veut pas comprendre, c'est dur de faire comme... C'est dur, hein, d'enlever cette idée de la tête à quelqu'un. C'est dur. Et tu la laisserais partir? Non, si je peux tout faire pour retenir, bien sûr que je le fais. Après, je suis pas lui. Enfin, je sais pas ce qu'il fait en dehors. Si je suis pas avec lui, moi, je sais pas ce qu'il fait. Mais c'est vrai que dans le prolongement de la question, c'est vrai que très souvent, on est les uns les autres, et c'est normal, on est démunis face à la situation, et que l'on a un premier niveau, déjà, quand on a la chance de croiser le regard de parfois ces enfants qui sont égarés, si on a la chance de pouvoir discuter avec eux, qui prennent du temps pour nous écouter, j'ai envie de dire qu'on a déjà un peu gagné, parce que derrière, ça peut avoir le raisonnement. Et puis après, une fois qu'on a passé ce cap-là et qu'on voit bien qu'on a quelqu'un de déterminé en face, il y a une question qui est essentielle, qui est de dire finalement devant ça, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Les institutions ne sont pas assez claires d'ailleurs sur la procédure. Est-ce que l'on en informe, je ne sais pas, les autorités publiques? Est-ce qu'on informe la police? Et puis il y a toujours ce côté de culpabiliser, de dire mais je vais dire ça, je suis une poucave, je vais parler. C'est ça. Et en même temps, c'est ça. Il y a la loi. Il y a une loi chez eux. Voilà. La loi, c'est quoi? C'est même pas une question de ça. C'est que c'est sûr, si on commence à aller voir les autorités, machin, ils vont plus l'emprisonner qu'autre chose. Non, mais tu ne le ferais jamais. Moi, je le ferais pas. Pourquoi pas? On le ferait pas. Parce que, en fait, derrière, c'est de se dire, finalement, cette personne, indépendamment, finalement, je veux dire, de la démarche qui l'anime, c'est de considérer peut-être que cette personne est déjà en danger. C'est ça. Et qu'au même titre, si je voyais une bagarre, ou entre guillemets, un gars qui se fait lyncher, je considère que j'ai une responsabilité d'intervenir pour empêcher, à mon niveau. Et donc, du coup, je dis ça parce qu'on entend beaucoup ces messages-là, qui est de dire, on essaie à un autre niveau, et puis après, si vraiment on n'y arrive pas, voilà quoi, après, à lui son destin. Et très souvent, ce qui amène à ça, c'est justement le côté attention, je risque d'être mal vu, le fait de le dire, je ne sais pas comment les institutions vont gérer ça, soit qu'ils vont très mal le gérer, comme ce que vous avez dit à l'instant, donc Ilham. Et donc on retrouve aussi ça chez les jeunes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être aussi témoins d'un certain nombre de phénomènes, ils ne savent pas forcément mettre des mots dessus, et ils n'ont pas forcément les adultes autour pour pouvoir les aider aussi à entendre ces messages-là, et ils se réfugient dans le silence, et on se retrouve avec, y compris, des enfants apparemment qui prennent le chemin, qui poursuivent leur logique, et qu'on retrouve demain peut-être poser des bombes ou voir tout à fait. Oui, Sim. Mais pour abonder le propos, c'est vrai que ça manque aujourd'hui de relais. Quand on regarde les relais, on a 2-3 trucs. Enfin, je vais citer une personne qui est relativement connue, qui est Donia Bouzard, avec son association. Je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est un peu la personne et la figure qui est connue, avec une action qui est la sienne et des positions qui peuvent être critiquables aussi. Mais je veux dire, moi je trouve ça très malheureux, et encore plus en tant que modeste élu local, de se dire ok, je suis face à une situation où l'État n'interviendra que si demain il y a un problème, et que pour entre guillemets arrêter ou tuer mon fils, quoi. C'est là moi où je trouve que c'est complètement délirant, et ça interroge à la fois nous élus locaux, mais aussi ça nous interroge tous, et d'interroger les autres sur finalement quels systèmes doivent être mis en place pour c'est un vrai travail de fond, en fait, de fourmi, un travail d'éducation, ce dont on parlait tout à l'heure, de pas faire rentrer n'importe quoi dans la tête des gens, et de travail de fond, de réinstaurer un dialogue entre l'institution et les gens. Aujourd'hui, on va voir l'institution, enfin c'est malheureux, encore plus nous quand on est en mairie, les gens viennent à la mairie quand ils ont un problème, et c'est comme ça pour tous, et on appelle les services que quand on a un problème, et on n'est plus capable aujourd'hui de se dire mon fils est en danger, si j'appelle l'État, il va être encore plus en danger, c'est-à-dire qu'en gros c'est tout à fait ce qu'il vient de dire, lui. Pourquoi ils vont l'emprisonner? C'est malheureux, et ça interroge. C'est ça. Et on a un vrai travail tous à faire là-dessus pour proposer des choses. C'est clair, et c'est vrai que nous, je ne suis pas vendeur, hein, mais à l'association Arsège, et c'est le travail qui a commencé à être fait avec la conférence sur la radicalisation, mon voyage en Syrie, enfin un voyage
normal, hein, je précise pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu as une fiche S? Non, moi je suis de taille S, mais sinon... Laisse la porte ouverte ce soir. Exactement. Non, bah, en plus c'est une porte blindée, donc... Et c'est vrai que l'idée, c'est de créer un observatoire sur la radicalisation à travers des conférences et des échanges qu'on peut avoir, et d'avoir un correspondant dans chaque quartier de Seine-Saint-Denis pour pouvoir nous faire remonter des informations et avoir une évaluation. Donc ça, par exemple, ce serait une proposition assez concrète sur un maillage en Seine-Saint-Denis, parce que bon, ça fait un petit moment qu'on existe et on a quand même une crédibilité dans l'ensemble des quartiers de la Seine-Saint-Denis, et d'avoir des correspondants dans chaque ville qui feraient remonter des informations, mais aussi en termes opérationnels. Et puisque nous avons un centre de formation en parallèle, donc on peut proposer des solutions d'insertion, de formation, d'emploi, et voilà. En tout cas, l'idée, c'est de proposer de nouvelles modalités d'intervention pratique et globale. Yacine parlait de Madame Bouzard. Et c'est vrai, ça a été la figure pendant un moment, on la voyait sur BFM TV. Moi je critiquerai pas parce que je ne connais pas réellement ce qui a été fait sur le terrain, donc je ne sais pas, donc je m'abstiendrai. Mais en tout cas, sur ce que nous pouvons proposer de complètement innovant, c'est une intervention globale sur l'ensemble de la Seine-Saint-Denis que nous connaissions très bien, et avec une batterie de mesures en parallèle qui permettent non seulement de prévenir, parce que nous serons beaucoup plus dans le champ de la prévention de la radicalisation que du désembrigadement après retour. C'est compliqué, ça, nous ne sommes pas en mesure de le faire pour l'instant. En tout cas, nos éducateurs et éducatrices ne sont pas en mesure de le faire. Mais par contre, la prévention du départ dans les quartiers, ça tombe dans nos compétences. Et c'est vrai que j'ai envie de faire cette proposition, d'intervenir, mais l'exemple va être très mauvais, mais à l'américaine, je veux dire quelque chose de très carré, avec des modalités d'évaluation, etc. Est-ce que ça va être entendu par... Moi, je trouve que, finalement, je pense que si en tout cas c'est pas entendu, c'est que l'État est finalement complice. Parce que finalement, on rencontre un certain nombre de situations extrêmement importantes. Le président de la République a fait un certain nombre d'annonces importantes qui veillent essentiellement, je veux dire, à rassurer l'opinion publique sur le fait qu'on va mettre des moyens humains. Mais il ne répond pas à une question essentielle, qui est de dire que l'on ne devient pas, quand on n'est pas terroriste. Non, c'est clair. On le devient. Et qu'à partir du moment où on le devient, c'est bien dans la construction de l'enfant, ensuite de son adolescence, autour de sa famille, autour de ce qui est son parcours d'insertion, que l'on doit agir. Et je trouve que cette proposition, dans la batterie finalement de ce qui peut exister, doit être non seulement entendue, mais surtout accompagnée. Et je pense aussi que dans les éléments qui sont évoqués, il faudrait d'ailleurs, à mon avis, qu'on ait une mobilisation de l'ensemble finalement, je veux dire, des acteurs, et en particulier des habitants, pour porter cette proposition-là. Parce que l'on voit bien que si l'on continue et qu'on laisse le cours naturel des choses se faire, on le voit d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a une information qui était dans le fichier S, il y a 12 000 personnes, même si au sein du fichier S, vous avez plusieurs catégories, parce que ça va du S1 jusqu'à S15, et qu'on a potentiellement 4 000 identifiés comme étant en capacité de poser des actes terroristes. Alors, si rien n'est fait en amont, parce qu'on est déjà dans les déclarations qui sont faites par le président de la République dans une forme, entre guillemets, d'allégeance, c'est-à-dire qu'on a une forme d'impuissance où on considère que l'on va juste se contenter de gérer, en fin de compte, les conséquences éteindre l'incendie, du terrorisme. Voilà. Mais on ne se pose pas la question d'éviter que, finalement, le fichier S s'alimente. Aujourd'hui, on a 4000. Si le cours naturel des choses ne se change pas et que la manière dont on perçoit les choses ne change pas, alors ça veut dire qu'on aura 6000, 7000, 8000. Et à courte échéance. Et à courte échéance. Et donc, je trouve qu'il y a un élément là qui est extrêmement important. Et puis après, une autre question particulièrement pour Omar, qui est qu'on a entendu que tu es dans une démarche à la fois d'insertion et aussi d'emploi. Et est-ce que toi, tu penses que par rapport à ce que la France traverse aujourd'hui, avec des attentats qui ont été réalisés, importants, et donc avec un certain nombre de morts, malheureusement, et donc avec une société qui a peur, et que très souvent, une société qui a peur traduit aussi par des formes de discrimination accentuées. Et je pensais à une chose en particulier, puisque tu es sur cette question particulière, c'est la question de l'emploi et de l'insertion. Parce que c'est une question que moi je me pose aussi, c'est de se dire finalement, est-ce qu'une fois de plus, ces jeunes issus des quartiers populaires, qui finalement s'accrochent comme toi véritablement vers des questions d'insertion, d'emploi, en tout cas de s'assumer en tant que tel, ne risquent pas, avec ces attentats, une fois de plus, d'être pointés du doigt et de ne pas forcément trouver le chemin de l'emploi, parce qu'on aura
une direction des ressources humaines qui peut-être ne recrutera pas en se disant oh là là. Ça me paraît évident ce que tu dis. Ça me paraît évident ce que tu dis. La situation va devenir encore plus compliquée avec plus de frustration. Donc, ceci entraînant cela, donc la situation va se compliquer. Donc les jeunes, encore une fois, ils vont être là des gros appâts. Donc, c'est entre guillemets le chien qui se mord la queue. Et c'est pour ça qu'on va te proposer une solution qui n'est pas une solution, parce que pour solution, il faudra qu'il y ait problème. En tout cas, des actions concrètes avec Omar sur la formation et l'emploi. Le basique des basiques. On en revient toujours au même stade. L'éducation, la formation, l'emploi. Et comme solution concrète aussi, je reprendrai peut-être le modèle de ce que fait une asso qui s'appelle Coexiste. Il y a 2 assos, il y a Coexister et Coexiste, qui font des ateliers, eux, pour déconstruire les clichés dans les collèges et dans les lycées. C'est aussi des formes d'action dont on ne mesure pas forcément l'impact, mais je pense que ça passe aussi par des toutes petites choses comme ça. Très très important. D'ailleurs, c'est pas en concurrence, au contraire, c'est qu'à partir du 15 janvier, on met en place les clubs juniors de la presse. C'est-à-dire que dans tous les établissements scolaires, on va proposer à ce que la prof constitue une équipe de reporters, de journalistes, d'ingénieurs du son qui viendront à la radio animer des émissions en direct. Et ce, dès l'âge de 6 ans. C'est très bien. J'accorde une très grande importance à cet âge de 6 ans. De 6 ans à 25 ans. Et donc, je te rejoins complètement. Là, c'est vraiment le travail d'abord sur l'image et sur le vivre ensemble. Et donc, un journaliste qui va se positionner en journaliste, même s'il a 6 ans, va se prendre très au sérieux et il va apprendre des codes de communication. Et je valide complètement ce type d'action. Complètement. Pour moi, le vivre ensemble aussi, il faut qu'il se provoque aussi quand on est dans des quartiers. Certains utilisent le mot apartheid, ce que je valide pas forcément, mais ça se provoque. Et je pense que justement, c'est intéressant ce genre d'initiative de mélanger les publics, de les mettre dans des positions qui sont pas les leurs. Je sais plus qui c'est qui dit, je crois que c'était Marwan Mohamed qui disait l'autre jour que pour comprendre une personne qui est en face de nous, il faut se mettre à sa place, et complètement. Et donc je valide complètement et j'encourage l'ensemble des initiatives qui sont dans ce sens-là. Et j'invite ceux, en tout cas les plus jeunes qui nous écoutent, à les rejoindre et à essayer d'en faire aussi. De se mettre dans la position de faire des choses et de pas être juste acteur, c'est aussi, je pense, très très important. Je suis d'accord. Parce que ça apprend des choses en fait, à travailler avec du monde, ça apprend à mettre entre guillemets de l'eau dans son vin. Et ce qui est pas très islamique, ça. Non, je plaisante. Excusez-moi, j'ai eu un. J'ai mis les guillemets. Mais il fallait bien qu'on fasse de l'humour. La situation est grave, elle est vraiment grave. Et Mohamed, d'ailleurs, bienvenue dans le monde des vivants, parce que tu n'es pas parti. Et tant qu'à faire, non mais c'est vrai que l'humour est une thérapie soi. Hein. Je rigole beaucoup en détention quand je rencontre des jeunes détenus. Ils le comprennent pas toujours, mais ils le comprendront plus tard. Voilà, en tout cas, merci à Mohamed, merci à Liam, merci à toutes les personnes autour du plateau pour être intervenues. On essaiera d'organiser des rencontres régulières et faire un peu un point de ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et un peu de suivre, je dirais, cette affaire. Et puis, poser à chaque fois la question aux politiques pour savoir ce qu'ils en pensent et surtout ce qu'ils font. En espérant qu'ils répondent. Espérons. Omar, merci beaucoup. Ilham, merci. Merci à vous. De rien. Merci à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour un monde meilleur. Vous êtes sur RTSF 93. RTSF 93. La web radio, talk show et débat